Merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale est rentré des États-Unis où il a pris part aux travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, plaidant en faveur de la mobilisation de la communauté internationale pour un appui conséquent à la force conjointe du G5 Sahel. M. Diop est revenu avec beaucoup de promesses des partenaires, dont les Américains, qui contribuent à hauteur de 60 millions de dollars. Je vous propose de l'écouter. À mon avis, ce qui était le plus important, c'est que le secrétaire général des Nations Unies a présenté conformément à la résolution 2359 qui a été adoptée le 21 juin 2017. Il devait présenter devant le Conseil quelques mois plus tard un rapport sur l'opérationnalisation de la force conjointe. Donc ce rapport est sorti quelques jours avant l'événement du 30 octobre. Avait pour objet essentiel de présenter ce rapport au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La présidence française, notamment le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian lui-même, a convoqué donc une réunion du Conseil de sécurité, mais cette fois-ci au niveau des ministres des Affaires étrangères. À l'occasion des 5 ministres du G5 Sahel, 4 du Mali, du Tchad, du Burkina, du Mali, et la Mauritanie, le Niger aussi. La Mauritanie est venue avec son ministre des Affaires étrangères. Donc c'était quand même une réunion de haut niveau au cours de laquelle le rapport du secrétaire général a été présenté, un rapport qui demande que le Conseil de sécurité puisse considérer de doter la force d'un mandat à la mesure des menaces auxquelles la force est confrontée, mais aussi un rapport qui présente des options au Conseil de sécurité en termes de soutien des Nations Unies au déploiement de la force, en estimant que cette force conjointe est bien complémentaire des autres forces en présence, notamment des Nations Unies, et que son déploiement permettra de créer un environnement politique et sécuritaire plus favorable. Donc l'objet essentiel, c'était vraiment de prendre connaissance de ce rapport et maintenant de travailler pour aller sans doute vers une nouvelle résolution avec peut-être l'assentiment des membres du Conseil qui puisse aller beaucoup plus loin que la 2359, et à la lumière de cette session au cours de laquelle nous avons aussi délivré un message au nom de l'ensemble des pays membres du G5 Sahel, un message qui est essentiellement axé sur la détermination du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le président en exercice du G5 Sahel, dont je portais le message, mais aussi l'ensemble de ses pairs pour dire qu'ils sont déterminés à faire ce qui est nécessaire pour stabiliser notre région, et que l'approche qu'ils ont choisie, c'est une approche régionale, et que les pays eux-mêmes ont mis tous les moyens nécessaires, les ressources humaines, les ressources financières pour le déploiement de cette force, et que la situation sécuritaire dans notre région a été jugée comme étant une situation qui a un impact sur la paix et la sécurité internationale. Et qu'à partir de cet instant, ce que nous demandons, c'est que la communauté internationale aussi assume sa part. Parce que ce qui est en train de se passer au nord du Mali, nous l'avons indiqué, le Mali lui-même et la région, nous avons été victimes d'une intervention étrangère en Libye. Et d'ailleurs, les États-Unis qui avaient été, nous indiquent qu'ils sont tous pleinement derrière ce déploiement de cette force. Ils ont d'ailleurs annoncé une contribution de près de 60 millions de dollars, même si c'est à titre bilatéral, mais c'est un pas important, parce que les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale, et qu'au-delà de sa contribution financière, nous espérons que leur engagement politique et moral derrière la force permettra aussi d'attirer d'autres. Initialement prévue pour le 17 décembre prochain, l'élection du maire principal de Bamako est ouverte à tous les prétendants à l'unique fauteuil de la ville des Trois Caïmans. Suivons à présent quelques réactions des acteurs de la scène politique malienne par rapport aux enjeux de cette élection. Amadou Kamara, Draman Mali. C'est bientôt les élections. Mais elle sera comme les autres élections. Inch'Allah, nous allons prendre toutes les dispositions, en tout cas, toutes les dispositions nécessaires pour que ces élections se déroulent dans l'ordre et la discipline. Mais dans la vraie concertation d'abord, il y a tout un travail à faire. Travail de sensibilisation, de communication, de rassemblement de tout le monde, et recueillir l'idée, les impressions de tout le monde pour que vraiment ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Et nous sommes là-dessus.
Au niveau de la mairie, en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour non seulement, concernant les listes, réviser entièrement les listes. Et les cartes Nina, on est là-dessus, 24 heures sur 24 pratiquement, nous travaillons pour pouvoir y actualiser, parce qu'il y a des jeunes qui vont venir, les jeunes qui vont bientôt avoir l'âge de voter là. Il y a vraiment une masse qui se présente pratiquement tous les jours à la mairie pour ce travail qui est vraiment un bon chemin. C'est pour montrer une fois de plus encore combien la démocratie est bien existante au Mali ici. Le gouvernement a beaucoup travaillé sur ce plan et le gouvernement a jugé nécessaire qu'il est temps qu'on termine avec ces élections. Hein? C'est pourquoi le gouvernement a organisé les élections au mois de décembre pour quand même en finir avec le processus électoral qui avait été enclenché au Mali. On a fini les préparatifs, tout est fin prêt. En tout cas, la commune D est prête pour aller à ces élections. Nous constatons tout d'abord que l'élection de ces différents conseillers permettra de résoudre le problème de légitimité de ceux qui sont actuellement en place, parce que leur mandat est épuisé il y a longtemps. Et nous pensons que si cette élection se passe dans les règles de l'art, c'est-à-dire que en tenant compte de la résolution des problèmes sécuritaires, pour que les élections se passent partout. Bon, celle du district de Bamako, nous constatons que par rapport aux listes déposées, que le nombre témoigne l'importance que les acteurs politiques donnent à cette élection. Et nous souhaitons seulement que les élections au niveau de Bamako se passent dans la transparence la plus totale et sous une sécurité garantie. Je pense que ce serait un jeu très ouvert et certainement il y aura beaucoup de surprises. Et pour nous, ces régionales sont de nouveaux enjeux pour le pays et ça doit pouvoir permettre à tous les Maliens de pouvoir s'exprimer sur qui seront les élus légitimes qui vont représenter les populations. Les régionales sont des élections nouvelles au Mali où nous allons avoir les chefs d'exécutif qui seront les présidents des régions. Donc l'envergure et l'importance de ces élections appellent à ce qu'il y ait un minimum de stabilisation qui permette à tout un chacun de pouvoir exprimer son opinion. Et il faudrait aussi comprendre que l'enjeu des élections, parce que le président du district de Bamako aura des compétences assez étendues et les enjeux réels de cette élection n'ont pas été réellement expliqués aux Maliens. Et c'est le cas pour toutes les autres régions. Et les textes doivent être pris pour déterminer l'étendue des pouvoirs de ces élus, de ces présidents de cercles de régions et même du sud de Bamako. Ces textes ne sont pas suffisamment étayés pour qu'il n'y ait pas de conflit de compétences entre les pouvoirs de l'État central et également le pouvoir de ces collectivités régionaux et de ces collectivités régionales. Les panneaux de signalisation sont censés rendre la circulation plus fluide en vue d'éviter les accidents de la route. Malheureusement, plusieurs usagers ne respectent pas ces panneaux. Est-ce par refus ou par méconnaissance? La réponse dans ce dossier réalisé par Mamadou Ben Chérif Soumano et Abdoulaye Sogodogo. Ces panneaux en forme carrée, rectangulaire ou ronde ont tous des significations pour la fluidité de la circulation routière. Certains de ces panneaux annoncent le danger et d'autres l'interdiction carrément, afin d'éviter les accidents. Selon les usagers, les avis sont différents. Selon mon entendement, moi je pense que c'est une éducation qui débute depuis en famille. Vous savez qu'en matière de circulation routière, nous sommes tous des usagers de la route. Donc il faut respecter les panneaux signalétiques de la circulation pour pouvoir sauver ta vie et sauver la vie d'autres personnes. Donc si réellement les gens respectent, comprennent ça en tête, ils pourront respecter vraiment le panneau signalétique de la circulation. Bon, vous savez que dans la circulation, il y a des bons chauffeurs comme il y a des mauvais chauffeurs. Il y a certains éléments aussi qui ne connaissent pas et ce que ça signifie le panneau, comme vous êtes là en train de le dire. Bon, par exemple,
La plupart des mauvais chauffeurs que je vois quand même qui sont en train de brûler les panneaux ou bien qui ne respectent pas la circulation, c'est en principe les taximans et les Sotraman. Oui, bon, dans toutes les mille manières, moi quand même, je dis que nous les porteurs d'uniforme, si on voit les panneaux quand même, on respecte très bien les panneaux. D'après le responsable de la compagnie de la circulation routière, le non-respect des panneaux est surtout dû à l'incivisme des usagers. Avant d'évoquer le cas des conducteurs des tricycles, pour la plupart ne connaissant pas le code de la route. Bon, comme je l'ai dit là, vous voyez, parce que un panneau d'abord, il faut qu'on le dise, le panneau doit être de façon visible. Ouais. Le panneau doit être dans le sens de marche, dans le sens de la circulation. Ouais. Si vous avez un panneau qui vous interdit de vous arrêter ou bien qui vous interdit de stationner, ce panneau doit être à un bon endroit bien indiqué. Bon, mais malheureusement, à travers nos constats, on a constaté que souvent il y a des panneaux qui sont défectueux pour cause d'accidents, des panneaux qui sont tombés, des panneaux aussi souvent qui ne sont pas bien faits, c'est-à-dire qui sont souvent gênés par des véhicules en stationnement, parce que souvent quand on prend les usagers, ils nous disent que oui, effectivement, moi j'ai pas vu le panneau il est caché derrière, ou bien le panneau il est... Ouais. Donc je crois qu'il faut aussi recenser ces panneaux-là qui sont souvent mal faits, ou bien qui sont défectueux, et les changer. Bon, maintenant, en plus de ça, bon, vous savez, il y a la sanction. La sanction est là pour non-respect. Attends, ça. Bon, maintenant, je crois que peut-être qu'il faut encore se réunir avec toute la société civile, avec les transporteurs, pour encore essayer de voir si peut-être qu'il faut encore un taux plus dissuasif. Peut-être que c'est parce que les taux sont très faibles, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qui fait que les gens ne se soucient pas trop de savoir qu'il y a un feu ou bien qu'il y a un panneau à respecter. Mais seulement, je peux dire que peut-être que dans la réflexion, en se concertant, on peut toujours trouver d'autres issues plus favorables. Bon, quant aux sanctions, effectivement, des sanctions sont prises. Mais au fait, vous savez, on est dans un pays où les choses ne sont pas faciles. Vous voyez, parce que chaque jour, on est confronté à des dilemmes. Vous voyez, quand on dit quelqu'un, on nous amène des usagers qui ont brûlé le feu, et souvent, bon, ça porte à polémique. C'est des gens qui nous affirment qu'effectivement, je n'ai pas brûlé le feu. Vous voyez, donc souvent, c'est pas trop facile. Mais souvent, c'est pas facile pour le policier de venir dire à un usager, bon, effectivement, vous êtes mal garé, et il faut quitter de cet endroit, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, c'est ce qui pose réellement problème. Sinon, les sanctions sont là, et à longueur de journée, les gens sont sensibilisés, on sensibilise. Bon, et aussi, ils sont verbalisés par rapport à telle ou telle infraction. Notons que connaître et respecter ces panneaux est une obligation pour les usagers afin de sauver sa vie et celle des autres. L'opération Aoubi ou la vache noire prendra fin le 11 novembre prochain dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La vache noire est la première opération de la force conjointe du G5 Sahel. Fatoumata Kane. Au Sahel, l'opération Aoubi Vache Noire, débutée le 27 octobre, se termine dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger le 11 novembre, plus exactement dans une zone s'étendant entre Ansongo et Dori. Il s'agit de la première opération de la force conjointe du G5 Sahel, lancée au mois de juillet dernier. Selon l'armée française, cette vaste opération de contrôle des zones a réuni 350 soldats du Burkina Faso, 200 soldats nigériens et 200 militaires maliens. Un véritable défi pour les pays de la région. D'une manière générale, c'est encore le téléphone portable GSM qui a été plus déployé à cause des problèmes de connexion rencontrés sur les systèmes d'information et de communication militaire SIC installés au PC de Niamey. Mercredi 8 novembre, les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger étaient toutes parfois parvenues à effectuer leur jonction dans la zone dite des 3 frontières.
Les groupes terroristes, eux, sont restés introuvables à ce stade. L'une des difficultés pour la force est donc de s'entendre sur une définition commune de l'ennemi. Les perspectives peuvent varier d'un pays à l'autre et il n'est pas toujours facile d'y avoir clair dans une zone où se superposent banditisme, terrorisme et rébellion locale. Dans ces régions isolées, les populations, les villageois et éleveurs nomades ne sont pas toujours prêts à coopérer avec les autorités. De fait, les groupes armés sont informés des jours à l'avance des opérations transfrontalières menées par les G5. Et avant de boucler cette édition, Abdul Karim Sako nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. À la CPI, les témoins firmaient Deto Leto, ex-commandant de l'armée de terre en charge des opérations sur Abidjan, a été amené à apporter des éclairages sur la répression de la marche pacifique des femmes pro-Ouattara le 13 mars 2011. Autre chapitre abordé, le bombardement du marché d'Abobo le 17 mars 2011 qui avait entraîné la mort d'au moins 25 civils et fait une quarantaine de blessés. Selon des enquêteurs des Nations Unies sur le terrain au moment des faits, 6 tirs auraient été initiés à partir d'un camp militaire de forces loyales à Laurent Gbagbo, une information qui dément les témoins. Des milliers de manifestants demandant le départ du président Faure Gnassingbé sont à nouveau descendus dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition qui a prévu 3 jours de manifestation jusqu'à ce jeudi 9 novembre. L'opposition réclame toujours les réformes constitutionnelles et le départ du chef de l'État. Un défenseur des droits de l'homme parle d'une trentaine de blessés. Amnesty International a pu rencontrer le mercredi 6 blessés à l'hôpital et une dizaine qui sont soignés à la maison. Tous ont subi des bastonnades. Dans un communiqué conjoint, l'Union européenne, les Nations Unies et les ambassades de France et de l'Allemagne déclarent accueillir positivement les mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement tout en appelant les manifestants à témoigner de leurs convictions par des moyens pacifiques. Le vice-président zimbabwéen limogé Emmerson Mnangagwa a fui le pays après avoir promis le mercredi de défier le président Robert Mugabe et son épouse Grace qui se prennent pour des demi-dieux et ne servent selon lui que leurs intérêts. Le président au pouvoir depuis 1980 est une personne entêtée qui pense être en droit de diriger jusqu'à sa mort. Le Zimbabwe a dénoncé son ancien bras droit dans un communiqué annonçant qu'il avait fui son pays à cause de menaces incessantes. Le temps est venu de dire non aux demi-dieux et personne qui ne pense qu'à elle-même et leur famille, a estimé l'ancien vice-président dans une attaque directe contre M. Mugabe et son épouse. Mais dans la soirée, la ZANU-PF a annoncé son expulsion sur décision unanime du Politburo, l'organe suprême de décision du parti, selon le porte-parole de la ZANU-PF, Simon Kaya Moyo. 4 gendarmes et au moins un civil ont été tués lundi 6 novembre par des assaillants non identifiés dans la ville de Bemanda et sa région. La Piscose a à nouveau gagné ces régions en proie à une grave crise sociopolitique depuis un peu plus d'1 an. Le 1er octobre dernier, des sécessionnistes y avaient symboliquement proclamé leur indépendance et les violences de ces derniers jours porteraient leur signature, selon des observateurs. Les gendarmes qui ont perdu 4 de leurs camarades dans ces incidents sont particulièrement à cran. Dans l'arrondissement d'Indou, à 130 km environ à Bemanda, ils sont parvenus à faire échec à un assaut sur la brigade de gendarmerie. Selon une source militaire sous anonymat, des assaillants ont aussi été tués, plus une victime civile. Les enquêtes en cours n'ont pas encore permis d'identifier formellement ces assaillants. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision. Bonsoir.